Le dernier mois, il y a eu 3 mois de course. J'ai une périostite. C'est un décollement en fait du muscle périoste sur le tibia. Je cours avec des glaçons pendant un mois dans ma chaussette pour endormir la douleur et l'inflammation et une lombalgie. Pendant le dernier mois en Turquie, je cours avec ça. Tu sais quoi? Je te jure, tout à l'heure, tu m'as posé la question, est-ce que j'ai eu un doute à un moment? Jamais j'ai douté. La seule chose dont j'ai toujours peur, c'est de ne plus être là pour mes enfants. C'est vraiment la seule chose. Je sais que je prends des risques quand je fais ce que je fais. La finalité, en fait, elle en vaut tellement la chandelle que je m'arrêterai jamais. Bienvenue dans les coulisses de l'audace, un podcast chaleureux et intimiste qui entend donner la parole à des personnalités atypiques, lesquelles ont fait preuve du courage et de l'audace requise pour honorer leurs rêves et autoriser une vie hors des sentiers battus. Je m'appelle Cindy Trier, auteure conférencière motivationnelle et j'ai un leitmotiv, celui d'inspirer, motiver, insuffler l'énergie requise pour accompagner avec entrain votre réussite. Vous souhaitez prendre votre envol, nul doute, je serai votre tremplin. Avec toute mon affection et ma conviction profonde selon laquelle il est possible de rêver grand, de rêver fort, de rêver loin. Il m'a fait l'honneur de regagner les studios Tremplin. Mesdames, messieurs, me voici ce jour aux côtés de Claude Cazes, grand aventurier et explorateur de l'extrême. Il était maçon de profession, a appartenu à la Légion étrangère et après bien des prouesses physiques, il formule le vœu ultime de traverser à pied l'Antarctique sur 1500 km en moins de 50 jours. Place à un homme engagé, intrépide et résolument audacieux. Claude, mais quel bonheur de te recevoir. Salut. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Mais je t'en prie, prends place. J'ai encore du mal à réaliser qu'il y a 2 jours tu étais sur Canal+, et Ouais, qu'aujourd'hui tu as fait la route, tu as pris le train pour regagner les studios Tremplin. C'est un vrai honneur de te recevoir. Mais pareillement, honneur partagé. Écoute, si tu me le permets, je voudrais te poser tout plein de questions parce que j'étais impatiente de te rencontrer. Il y a quelque chose dans ton parcours, moi, qui me fascine, qui me captive, qui m'intrigue profondément. Ouais, dis-moi. J'ai hâte que l'on parle de tout ce qui te pousse dans tes retranchements, notamment physiques. Mais avant de commencer, Claude, j'aimerais savoir le petit garçon que tu étais, ton tempérament, quand tu étais adolescent, qu'est-ce que c'est qui finalement t'a donné le déclic de devenir pas moins qu'aventurier explorateur? Alors, tu sais, on a toujours, on entend souvent que les aventuriers d'aujourd'hui étaient des aventuriers hier, même enfant. Moi, j'ai eu la chance de grandir donc dans un village qui est à côté de Béziers et où il y avait des champs à perte de vue. Et je me créais mes propres aventures dans mes imaginations et je les mettais en fait devant moi avec mes sœurs, mes frères, mes voisins, mes voisines. Et voilà, on inventait des histoires on construit avec des palettes, tu vois, des genres de maisons, des cabanes. Je me souviens aussi qu'à l'époque, il y avait une émission sur la 5, puisque c'est la 5, t'imagines, c'est un bar Arte, et ça s'appelait Allez hop, on y va, en route pour l'aventure, un truc comme ça. Et il y avait en fait un vrai concept on cherche à faire quelque chose d'extraordinaire, mais avec juste ce qu'on a sous la main, quoi, tu vois. Et j'adorais ça. Dès qu'on sortait de la maison, on allait dans les champs, on se construisait des trucs, on s'inventait des histoires. Et je pense déjà ça a commencé là, déjà. Ouais. Après, on va dire que la vie que j'ai eue en tant qu'enfant, je vais dire que, alors je suis quand même le troisième d'une fratrie de 4 enfants. Oui, quand même. Ouais, 2 grands frères et une petite sœur. Et c'est pas facile quand tu es au milieu de frères et de sœurs d'essayer de trouver qui tu es et de trouver ta place en fait, tu vois. Quand t'es premier, ben voilà, t'es premier, tu vois, t'es l'aîné. Quand t'es la dernière, c'est pareil, t'es la chouchou un peu, tu vois. J'ai toujours dit ça à ma petite sœur. Mais c'est vrai, c'est vrai au final, c'est pas méchant, mais c'est juste vrai. Mais ceux qui sont entre, c'est un peu difficile, tu vois, de trouver ta place. Et moi, à un moment donné,
je pense que je me suis dit, ok, ben, soit un peu le rigolo, tu vois, un peu Oui, autant à la maison que même à l'école. Et derrière, essayer d'apporter un peu le sourire, mais très taquin quand même, hein. Ouais, un peu dissipé même, que ce soit à la maison ou à l'école. Donc oui, j'étais plutôt sur ce registre-là, où j'allais souvent embêter mes frères et sœurs, j'avoue. c'est vrai. Ouais, ouais. Tu le reconnais, mais à Ah culpa ouais, ouais, aujourd'hui. complètement, complètement. Mais ils m'en ont jamais voulu, c'est toujours pareil, tu vois, tu t'en veux sur le moment entre frères et sœurs, mais jamais. Et puis derrière, j'ai quand même un record, je pense, d'accidents. Accidents petits, moyens et grands. Ah, quand même. Ouais. Ça a démarré déjà dès ma naissance, en fait, hein. Dès ma naissance, je sors donc après 9 mois de gestation, où il a fallu en fait qu'on me fasse des piqûres dans le crâne. Mince. Ouais, ou parce que je manquais d'oxygène. Et j'ai failli, on va dire, ne pas continuer. Sauf que je pense que j'avais déjà une volonté de vivre à ce moment-là. Et j'ai envie de dire encore une fois que quand on apparaît dans cet univers qui est celui de tout le monde, on découvre plein de choses, même dès sa naissance. Oui, Tu sais, t'es dans un cocon pendant ces 9 mois de gestation, t'es entouré d'eau. Le liquide amniotique, c'est quand même 90% d'eau, tu vois. tout à fait. Nos cellules, c'est beaucoup d'eau aussi. Et quand tu es là, à l'air, en fait, tu découvres un monde où tu te dis, putain, en fait, tu sais, pardon, pardon pour ça, mais t'as quand même plein de choses qui te sont accessibles. Oui. T'as plus cette restriction, en fait, tu vois, dans laquelle tu étais. Et tu as ce lien à l'univers qui se crée à ce moment-là. Tu as un univers qui est à l'intérieur et tu sors, en fait, tu découvres que l'univers, il est beaucoup plus vaste. Et j'en prends vite conscience. Je vais pas dire dès ma naissance, mais très vite. 2 3 ans déjà, 3 4 ans, je suis quelqu'un qui est hypermnésique, qui se souvient en fait de tous les moments, de tout petit, de tous les mots, de toutes les actions. C'est pas commun. Non, c'est pas commun. Oui. Et donc voilà, j'ai compris beaucoup de choses très tôt. Et le lien à l'univers, pour moi, il a été vraiment important, encore aujourd'hui, puisque je dis toujours à mes enfants qu'il y a nous, la personne, il y a les autres, Mm, mm. et il y a l'univers. Et je pense que c'est important, en fait, d'en prendre conscience. On a une vraie répercussion sur notre propre corps, notre enveloppe. On a une répercussion sur notre entourage. Je parle pas que des gens. Oui, oui. Je parle aussi des êtres vivants qu'il y a, la végétation, les animaux. Ça, on a un vrai impact. Et même au-delà de ça, aujourd'hui, on a une action maintenant. Les gens qui vont regarder en fait cette vidéo on va avoir un impact sur eux alors qu'on les connaît pas. Tu vois? C'est vrai. Donc, C'est vrai. je trouve que c'est important d'en prendre conscience et d'où l'importance des choix. Et là, on en revient à l'enfance et de certains accidents que j'ai eus. J'en ai eu plein, vraiment. Mais parce que j'étais quelqu'un, d'ailleurs je le suis toujours, mais un peu moins avec l'âge, de maladroit. Oui. Dans la définition du prénom Claude, il y a le fait d'être une personne boiteuse. C'est-à-dire que tu vas avancer dans ta vie ou avec tout ce qu'il y a autour, et même si en fait t'es dans une difficulté, même si ça te fait boiter, même si tu poses un genou, en fait tu vas quand même te relever et continuer d'avancer. Alors peut-être que c'est la particularité des Claudes, j'en sais rien, mais je pense que on l'a tous, cette particularité, cette force. Et moi je m'en suis servi en fait enfant. Tu t'en es servi enfant et si tu me le permets, en off, tu m'avais dit quelque chose qui m'avait profondément ému, c'est que tu as grandi et puis à l'âge de 17 ans, il est arrivé quelque chose de Oui, difficile dans ta famille et il a fallu te relever. Est-ce que exactement. tu veux bien nous en dire Bien sûr, bien un sûr. petit mot? Parce que cette résilience, je crois qu'on la ressent déjà. Ouais, c'est donc après tous les accidents, il y a eu quelque chose de très grave qui est arrivé comme toutes les familles qui vivent ça, c'est de perdre un être cher, un membre de sa famille. J'ai perdu mon papa, j'avais 17 ans et il avait 38 ans. C'est quand même très tôt Très violent. pour une personne déjà en soi.
Et pour un adolescent, parce que je prétendrai pas dire que j'étais un enfant, mais quand tu es protégé par tes parents à un moment donné, même si je faisais toujours un peu des conneries, un peu tout ça, t'es quand même entouré d'un univers sécuritaire, protecteur, bienveillant. Et quand tu as un pilier dans ta famille qui tombe, qui n'est plus là, c'est un vide en fait qui est incommensurable. Vraiment. Tu as l'impression en fait de tomber, c'est une chute sans fin. Et t'es pris par la gorge, c'est un manque d'oxygène, c'est une vraie hypoxie en fait que tu vis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront au travers de ça. Les gens le vivent de cette façon-là, par la perte de quelqu'un ou de quelque chose aussi, parce que c'est vrai qu'on se rattache aussi à certaines choses de la vie qui nous font souvenir d'un moment précis. Et ça a été très dur. Moi, il y a eu plutôt, comme on dit, un post-traumatique, où sur l'instant T, je m'en suis pas forcément rendu compte. Il y a des actions qui ont été faites sur le moment que j'ai pas réellement comprises, mais qui ont eu une répercussion quand même un peu plus tard. Et le un peu plus tard, en fait, quand il arrive, il est beaucoup plus dur que quand tu le vis sur le moment. Quand tu comprends ce qui se passe sur le moment, si tu veux, c'est là, tu le vis, les gens le vivent avec toi, tu es en union. Donc, si tu veux, tu as cette énergie quand même de confort ou de réconfort. Mais quand tu l'as après et que tu te retrouves tout seul à ce moment-là, c'est beaucoup plus dur. Et moi, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là. Bon, j'ai quand même quelque chose de très positif qui est arrivé parce que je crois toujours en ça. C'est ma compagne qui est toujours là après 26 ans. Ah, c'est beau. C'est aussi la mère de mes enfants. D'accord. Et, euh, et j'ai envie de te dire que effectivement, je vais pas dire que si elle n'était pas là, j'en serais pas là où je suis, mais elle est arrivée au moment opportun. Opportun. Ouais, vraiment, ça a été un cadre dont j'avais besoin. Ça a été, je dirais, comme un phare, en fait, une lumière, tu vois, que tu dois suivre, qui doit te ramener sur la rive, en fait, tu vois. T'es perdu en mer, et puis d'un coup, tu as une lumière qui va te rapprocher du rivage, et où tu vas enfin toucher la terre ferme et retrouver ce contact avec les autres. J'espère, Claude, qu'elle va regarder cette émission, qu'elle va t'entendre, parce que c'est une magnifique déclaration que tu lui fais là. Merci. En tout cas, en tant que femme, je dois dire que c'est très très beau. Merci, merci de me parler de ceci, merci de nous confier ce morceau de ton histoire. Il y a quelque chose qui te caractérise aussi et qui est beau et qui montre qu'on peut faire de grandes choses, pardon, indépendamment de l'école. Par exemple, tu me confiais que tu as arrêté assez tôt Ouais, l'école, je crois que c'était 15 ans, que c'est tu as ça. été maçon et que tu étais d'ailleurs très très doué de Ouais. tes 10 doigts. Cette période-là où tu as touché à tout, comment tu l'as vécu? Mon papa était maçon. C'est D'accord. aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu arrêter l'école. Alors, je le regrette sincèrement. Les enfants, il faut vraiment essayer de pousser le truc. Euh, je le regrette parce que quand je vois aujourd'hui ce que je suis capable de faire en termes de tout, mémorisation, compréhension, la volonté d'apprendre, j'aurais bien voulu avoir mon moi futur qui vient dans mon passé et qui me dise, franchement, tu sais pas de quoi tu es capable, tu sais pas tout ce que où tu peux aller, tu vois, reste, écoute, comprends, et tu vas voir en fait toutes les portes vont s'ouvrir. À ce moment-là, moi, j'avais pas des parents que je te l'avais dit en off, Oui, oui. qui pouvaient me suivre sur ce niveau-là, chose que moi je fais avec mes enfants. Je les suis, mais alors pas à pas en fait sur tout parce que je n'ai pas eu ça. Et je me dis qu'aujourd'hui, je peux leur apporter ce que je n'ai pas eu. Et tant mieux, mon papa partait le matin très tôt, il revenait le soir très tard. On était souvent déjà en train de dormir. Ma maman qui est sourde, donc du coup je suis aussi Oui. un enfant de parents sourds, c'est aussi une autre vie, hein, je l'avoue. Euh, Quand tu es un nouveau-né, ben, tu vois, c'est un exemple ça, très concret, quand tu es un nouveau-né ou même un bébé et que tu cries parce que tu as faim ou que tu as soif et que ta mère n'entend pas, mais en fait tu dois prendre sur toi déjà dès ta naissance. Tu dois te calmer tout seul en fait, tu vois. C'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Et ouais.
Mais si tu veux, moi, je l'ai réfléchi tout ça, si tu veux, en faisant beaucoup d'introspection, tu veux, sur moi-même et de savoir en fait pourquoi tu réagis comme ça à un moment donné. Mais en fait, c'est aussi une des réponses de se dire que peut-être quand tu es dans ta chambre et que tu as peur le soir, tu vois, parce que quand t'es un enfant, tu as peur du noir, et que tu cries au loup et que ta maman Ne n'entend t'entends pas, pas, eh bien en fait, tu sais, tu te dis, tu penses à un moment donné, non, elle ne veut pas. Mais non, en fait, pas du tout. elle ne peut Quand pas. tu es un enfant d'un parent sourd, tu comprends que non, c'est parce que ta maman, elle n'entend pas, tu vois. Après, il y a d'autres choses qui, faut pas le cacher non plus. Et puis, de toute façon, je suis là pour être transparent. Dans notre génération, c'est pas la génération d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens crient au loup, en fait, quand tu vas mettre une gifle à ton enfant, pour une raison X ou Y. Moi, j'en ai eu, mes frères aussi, on n'est pas mort. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire et le faire au quotidien. Maintenant, une fessée, tu vois, voilà, ça fait pas de mal, ça peut recadrer ou remettre en place. Et je suis pas pour qu'on fasse des choses à l'extrême sur ce côté-là, mais que si à un moment donné ça recadre, pourquoi pas, tu vois, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Maintenant, on met au coin, bah alors là, ça y est, c'est la mort, tu vois, tout ça. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est aussi une façon de punir facilement, sans que ça fasse trop de mal non plus. Je l'ai vécu. J'ai pas l'impression d'être une mauvaise personne. Et alors oui, ça crée des fissures, Oui. ça crée des fractures certaines fois aussi. Mais ce sont des fractures sur lesquelles, en fait, c'est comme des fractures qu'on va avoir sur un os. Tu deviens beaucoup plus solide après une fracture que si tu n'en as pas. Et moi, je préfère aller dans cette optique-là plutôt que de me dire, en fait, non, il va y avoir des lésions qui ne vont jamais se refermer. C'est fascinant, Claude. C'est marrant parce que j'en perds presque mes mots. Je me plonge dans ce que tu dis et ça me touche beaucoup. Euh, Il y a quelque chose qui me fait penser à un morceau de ta vie également. Tu as été dans la Légion étrangère, si je Oui, ne me trompe pas. C'est déjà en soi une expérience complètement unique. ouais, Il y a un certain rapport à l'autorité, à la rigueur. exact. Est-ce que ça a été quelque part une expérience qui s'est révélée comme une prémisse de cette vie d'aventurier et d'explorateur? Qu'est-ce que Ouais. tu gardes de cette expérience professionnelle? En fait, je garde toujours à l'esprit que depuis petit, je savais ce que j'allais faire, ou voire j'ai vu ce que j'allais faire. Oui, Je fais partie de ces personnes qui ont, je vais pas dire vu par la prémonition, mais qui ont fait beaucoup de rêves enfants et adolescents, et où on a toujours eu ce ressenti, tu sais, de déjà vu, oui, où tu te souviens du rêve que tu as fait, c'est pas tout le monde, tu vois, mais il y en a, ou alors la nuit suivante, on te dit, ben non, en fait, tu peux pas rêver de la suite. Et en fait, moi, ça m'est déjà arrivé. Les cauchemars qui revenaient en permanence les mêmes, ça m'est déjà arrivé aussi. Et, euh, et je savais, en fait, que j'allais aller à la Légion. d'accord. Ouais. Déjà, à 12 ans, en fait, pour te donner un contexte, j'étais avec mon cousin dans un contexte un peu particulier où normalement un enfant de 12 ans n'a pas à être. D'accord. Bref. Et là, je vois des légionnaires, en fait. Et je les regarde et je dis à mon cousin, un jour, je serai légionnaire. Il me dit, ah bon? Je dis, ouais. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, je sais pas, mais je sais que je serai légionnaire un jour. Et si tu veux, c'est toujours resté là, parce que j'avais cette sensation que je savais qu'il fallait que j'aille vers eux. Pourtant, et là, donc, oui, alors très important, il y a un légionnaire, tu vas voir, c'est un truc de fou. Il y a un légionnaire qui m'entend. Donc, il voit un gamin de 12 ans, tu vois, qui dit ça. Et il me regarde, il me dit, j'espère que tu ne viendras jamais à la Légion. Et je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'en fait, il te faut oublier ta famille quand tu rentres à la Légion étrangère. Et c'est une voie qui est très solitaire, qui est très difficile, mentalement, spirituellement, physiquement. Et je lui dis, c'est pas grave, mais je viendrai un jour. Et j'ai toujours eu ça en tête, tu vois. Et donc, à un moment donné, avant que j'arrive à la Légion, il y a quand même eu un parcours où il y a eu la Marine nationale. Oui, Il y a eu aussi les plateformes pétrolières. Je suis parti travailler sur plein de plateformes, pardon, à l'étranger. Moi, le jeune qui a quitté l'école à 15 ans, qui n'a même pas le brevet des collèges, comme quoi en fait, tout n'est pas écrit. C'est vraiment nous.
de part, et je t'ai parlé d'une méthode qui s'appelait EVI, tu as vu tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Pour moi, avec de l'envie, de la volonté et surtout de l'intention, on peut tout faire. Et je pense que j'en suis la preuve incarnée. Quelqu'un qui a pas le brevet, qui était un maçon, qui termine à faire technicien sur plateforme pétrolière, par sa volonté, son envie et ses intentions d'arriver au bout et de dire que non, c'est pas impossible, je pense que je suis un bon exemple sur ces sujets-là. Et puis, donc, est venue la Légion, pour en venir à ta question, où ben, en fait, je savais que j'étais à ma place au moment où j'arrivais sur place. Oui. Donc, j'y suis arrivé très tard quand même à la Légion, Tu puisque avais quel âge du coup? j'avais 27, 28 ans. D'accord. En général, les gens, ils vont plutôt tôt, comme à l'armée en général, tu vois, Oui. vers la vingtaine, tu vois, tout ça. Et moi, non, parce que j'ai eu besoin d'avoir ce parcours. J'ai eu besoin d'arriver, en fait, avec mon couteau suisse plutôt rempli à ce moment-là. Avant la Légion, il faut savoir que je suis parti vivre pendant presque un an et demi en faisant des allers-retours avec la France pour continuer à rentrer et puis voir ma conjointe, où je vivais en Thaïlande. D'accord. J'étais dans un camp d'entraînement boxe thaï et donc je faisais mes entraînements et des C'est combats. fou, t'as eu 1000 vies. Ouais, j'ai eu pas mal de combats. Mais ce qui m'a préparé, et c'est là où je veux en venir, ça m'a préparé physiquement, mentalement à la Légion. Pour tous les gens qui rentrent à la Légion, quand tu n'es pas préparé, c'est extrêmement difficile. Mais tu sais quoi, pour moi, ça a été très simple. Mais T'étais d'une déjà facilité. conditionné. Ouais, vraiment. En fait, j'étais déjà prêt en fait pour la Légion. Par tout ce que j'avais vécu avant le camp d'entraînement et le camp en fait m'a apporté ce dont j'avais besoin physiquement. Donc ça a été une expérience extraordinaire, vraiment. C'est fou tout ce que tu as eu à vivre. Et est-ce que ce sont toutes ces choses-là qui ont eu pour vocation finalement de te révéler à cette casquette d'aventurier explorateur? Est-ce que tu as le souvenir d'une expérience qui t'a profondément marqué et qui s'est révélée comme étant l'expérience qui t'a dit, mais oui, c'est ma place, c'est ma voie, c'est pour ça que je suis Ouais. venue, je sais pas, sur Terre. Pour pouvoir arriver à te répondre là, sur l'instant T, il faut que je puisse faire vite fait un retour en arrière. Ça faisait donc 17 ans. À mes 17 ans, je rencontre Solène. À 19 ans, elle m'a pris pour un fou sur le coup, hein. Je lui dis du jour au lendemain, je pars en Chine. J'ai 19 ans, on est en 2001. Elle me dit, mais il se passe quoi là? C'est limite, je me réveille le matin, je lui dis, je pars en Chine. Et tu sais, comme je t'ai dit, moi je fais toutes les choses, les contacts, les endroits, je fais que ressentir en fait. Ouais. C'est comme en fait une attraction, un aimant qui m'attire vers des choses ou des gens. Je te jure, c'est vrai. Toute ma vie, c'est ça. Et là, je lui dis, je sais pas, j'ai eu le nom de la Chine dans ma tête, Shanghai pour être plus précis. Tu vois, c'est quand même, c'est assez rigoureux. Et je lui dis, il faut que j'aille là-bas. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il faut que j'aille là-bas, je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que j'y aille. Et je pars. Avant de partir, Solène me dit, ah, je suis obligé de le dire, Solène, pardon, hein. Solène me dit, si tu pars, c'est terminé. Et là, tu fais face à une réalité que tout le monde vit au quotidien. Une réalité qui est de, je t'appartiens pas, tu ne m'appartiens pas. Je ne suis pas acquis, tu ne m'es pas acquise. Ça, c'est une réalité. Tout à fait. En fait, quand tu aimes une personne, tu peux pas en fait la maintenir dans une cage dorée. Tu te dois, si tu l'aimes, en fait, la laisser faire ce qu'elle a envie et surtout besoin de faire. Et c'est ça l'amour en fait. C'est de vraiment laisser à l'autre cette liberté qu'elle a avant de te rencontrer, qu'elle avait. Tu dois pas en fait Étouffé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le conçois. Et à ce moment-là, je lui dis, si tu ne me comprends pas, on n'a rien à faire ensemble. Et là, elle réfléchit, elle prend 2 secondes. Elle me dit, bah écoute, vas-y, on verra si je suis là à mon retour. Et je lui dis, je pense que tu seras toujours là parce que je ressens vraiment que tu m'aimes. Et donc voilà. Et donc je pars en Chine. Tu vois pourquoi c'est important cette anecdote. Je pars en Chine, j'arrive là-bas. Je suis accueilli par un Chinois que j'avais un contact en France, bref. Sauf qu'on est en 2001. C'est un pays communiste. Oui. Mais plus que maintenant, hein. Tu peux pas être chez l'habitant. Donc lui, il est contraint d'appeler la police qui appelle l'ambassade de France. Et comme j'estime que moi, il n'y a pas de chance ou de hasard dans la vie, en tout cas quand tu vis ma vie, c'est pas possible de te dire que tu crois en ça, une personne ne devait pas être là.
Elle était loin, elle s'est fait appeler, elle a fait des dizaines et des dizaines de kilomètres pour être sur place, pour venir m'accueillir. Et là, il me regarde, le gars, il s'appelle Patrick, Oui, c'est un peu mon papa spirituel. d'accord. Et il me dit, je sais pas pourquoi tu es là, en tout cas pas pour l'instant. Il faut que tu me racontes ton histoire. Il faut que tu me dises en fait, qu'est-ce qui t'a fait venir ici. Mais je pense qu'il y a une raison. Je le connais pas, c'est la première fois qu'on se voit, hein. Et je lui dis, ok. En gros, il m'héberge pendant une semaine chez lui. Je suis un inconnu pour lui. Donc, pour la première fois de ma vie, il y a une personne qui me tend la main et qui me dit, je vais t'aider. Je venais de vivre la perte de mon papa. Je venais de vivre quelque chose de dur puisque c'est arrivé après, si tu veux, le choc, comme je t'avais dit. Et là, pour la première fois, une personne me tend la main. Je prends cette main tendue. Et là, je vis quelque chose. J'ai l'impression d'être dans un film, en fait, tu vois. Je me dis, c'est pas vrai, quoi, tu vois, c'est pas possible. Ben si, en fait, c'est possible. Et en plus de me tendre cette main, il va me faire comprendre une chose avec laquelle je vis. Et ça rejoint un peu ma réaction que j'ai eue avec Solène. Il m'a dit, écoute, je vais te donner un conseil. Que tu peux suivre ou pas, tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu as envie dans la vie. Que tu sois accompagné ou pas, avec ton conjoint ou ta conjointe, que tu aies des enfants ou pas. Et là, c'est dur pour tous les gens qui vont nous écouter de dire ça, même moi en tant que parent, que tu aies un travail ou pas. Si tu ressens une envie, une attraction tellement forte, comme celle que tu as vécue, d'aller quelque part, vas-y. Parce que c'est ça en fait que tu dois vivre. Si tu te restreins en fait à ça, tu te fermes une porte en fait, un peu cette connexion que tu as avec l'univers qui te dit putain mais il y a quelque chose de très fort en fait que tu vas aller vivre là-bas et ça peut changer ta vie en fait. Il m'a dit moi c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Le conseil que je te donne on me l'a donné à moi. J'ai rencontré une personne comme moi dans mon passé au même moment que toi. Donc tu vois un peu le truc, c'est Oui, comme une transmission en fait c'est fou. de quelque chose qui était inattendu, tu vois, mais qui était préparé. C'est un truc de fou de dire tout et son contraire, mais c'est une réalité. Et à ce moment-là, donc, il décide donc de me transmettre ce qu'on lui a transmis. Et donc, il me file ça et plein d'autres choses. Et puis, ben, je reviens après sur le futur, où je te laisse me remettre en mémoire la question que tu m'as C'est posée. quelle a été finalement l'expérience la plus marquante qui a Voilà. été le déclic fondateur? Et, euh, et comme j'ai eu plein de fois dans ma vie ces fameuses images que j'ai de ce lien profond que l'on a tous avec l'univers, des images, des sons, des vibrations, parce que les vibrations sont super importantes, je pense qu'on va y venir après. Je ressens à un moment donné, je suis en train de travailler avec mon cousin dans le bâtiment, donc, il y a quelques années, pour te dire un peu plus de 6 ans, et je ressens encore cette attraction qui me pousse, qui me dit que, je sais pas, il y a l'Antarctique qui apparaît devant ma vue. Je vois un étendue de neige, voilà, c'est vraiment l'Antarctique. Et je m'arrête et je lui dis à mon cousin Jonathan, je lui dis Jonathan, faut que j'aille sur l'Antarctique. Et là il me dit, mais attends, Nous on sommes a l'habitude, tu vois, avec toi, mais là il faut se faut pas calmer quand pousser même. les Ouais, nez. ouais, ouais. Il me dit parce que là l'Antarctique c'est pas rien quoi. Je lui dis ouais, mais je sais pas, il y a un truc avec l'Antarctique, il y a vraiment quelque chose. Et il me dit ok, bon. Et à partir de là, je décide de tout arrêter. C'est-à-dire que je décide d'arrêter de travailler, je travaillais à mon compte à l'époque, je lâche tout. Et je décide de m'entraîner, physiquement parlant, pour l'Antarctique. En sachant que je préparais une tentative de record du monde. J'allais en parler. Eh ben, tu vois, on est en Mais plein dedans là. parfait. Tu vois, une tentative de record du monde pour faire 1500 kilomètres en moins de 54 jours, qui était détenu par un Américain qui s'appelle Colin O'Brady. Et donc je m'entraîne très fort. Mais comme jamais je me suis entraîné. J'étais plus massif, je perds 14 kilos, voulu, hein, parce qu'il me fallait être svelte, il me fallait être athlétique, tu vois, il fallait que je regagne du cardio, tout ça. Je fais des entraînements de fou. Mais c'est des 7 heures d'entraînement par jour. C'est ce que je regardais, c'est ce que j'ai écouté dans les reportages que tu as Ouais, fait. C'est 6 jours par semaine quand ouais, tu te prépares, 6 à 7 heures par jour. exactement. C'est complètement fou. Encore aujourd'hui, hein.
Encore aujourd'hui. Ah oui, depuis 6 ans, je fais que ça, tous les Mais matins. heureusement que je t'invite sur ce podcast. Que tu sois en vacances pendant C'est ça. une heure de temps. Mais non, non, en fait, c'est quotidiennement. Après, je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je le maintiens avec d'autres choses que j'ai apprises par l'expérience, par les tests que j'ai fait sur moi-même. Mais je reviens sur l'Antarctique, donc cette préparation. Euh, Comme je sais que c'est quelque chose d'extrême, parce que marcher en Antarctique à -10, -20, -30, voire -40 des fois, Ouais. tu dois te préparer au froid, tu dois te préparer à être tout seul. C'est un désert blanc, hein. C'est-à-dire que il n'y a pas de route, hein. C'est toi avec ton expérience, ton savoir. Et là où tu te dis, attends, qu'est-ce qui a fait que t'es arrivé là? Est-ce que tu es capable en fait de faire ce genre de choses? Oui. Ah bon, et qu'est-ce que c'est qui te fait dire ça? Je suis un ancien légionnaire. J'ai appris à m'orienter tout seul. Que tu aies une boussole ou pas, n'importe quel légionnaire ou militaire en général, il est capable de s'orienter la nuit avec les étoiles, le jour avec le soleil. Et ça, c'est une réalité. Et là, tu te dis, mais si j'avais pas fait ça, en fait, je n'étais pas capable de. Physiquement, les entraînements que j'ai fait dans les camps d'entraînement, le suivi que j'ai eu avec la Légion, toutes les marches, tous les machins, c'était une préparation, en fait, à faire ce que j'allais faire après. Mais je le savais pas consciemment, mais inconsciemment, en fait, on sait tout ce qu'on va faire. On sait tous où on doit aller. Faut juste s'écouter, en fait. C'est assez incroyable parce qu'il y a vraiment, vraiment de façon inconsciente une préparation Ouais, au risque. tout à Et en fait. même temps, de savoir que quand on se lance dans des expéditions pareilles, il faut être en prudence. L'objectif, Ah c'est pas bon. de se mettre en danger, c'est de réaliser des exploits, c'est d'aller au-delà de ses propres Ouais, limites. c'est ça. Mais tout, finalement, ce sont des petites pierres à l'échiquier qui se sont cumulées les unes aux Ouais. autres et qui font qu'aujourd'hui, ta vie, c'est un puzzle. J'allais venir, j'avais le mot dans la tête, tu C'est vois. vrai. Ah ouais, non, vraiment. J'allais te dire puzzle, tu vois, donc quoi. Non, mais c'est ça, hein. C'est un puzzle géant que tu vas remplir au fur et à mesure. Et plus tu le remplis, en fait, et plus tu vois ce qui se passe, et plus tu vois la direction où tu vas aller. Et donc, c'est à ce moment-là que Claude rentre sur les réseaux sociaux. Alors que je voulais pas. Moi, je voulais Oui. faire mon truc solo, tu vois, dans mon coin, machin. Non. En fait, quand tu commences à rentrer en voulant être un aventurier, un explorateur, tu te dois d'utiliser les réseaux sociaux parce que tu as besoin de sponsors, parce que tu as besoin Oui. de partenaires et Oui. tout ça. C'est vraiment une énorme difficulté de trouver tout ce que tu as besoin, en sachant que tu dois aussi travailler sur ton image, sur qui tu es, qui tu veux montrer, tes messages. En fait, c'est un vrai boulot Sans te dénaturer, parce que je c'est sais que ça. pour toi, c'est la Ouais, spontanéité, c'est l'authenticité qui te caractérise. complètement. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident de pas se dénaturer Ouais, sur les réseaux je veux sociaux. pas dévaloriser en fait qui je suis ou ce que je fais. Alors certes, j'ai pas des millions de followers, tu vois, mais je sais que les gens qui me suivent, ils me suivent pour Qui qui tu je es. suis Mm. et ce que je fais. Et franchement, ça me suffit amplement. Bien sûr qu'il m'en faudrait plus, parce que qui dit en avoir plus, dit avoir plus de sponsors, qui dit avoir plus de sponsors, dit faire plus d'actions, tu vois. Oui, Puisque moi, je me dis que il y a des gens, en fait, qui sont, comme ici, là, il y a des gens qui sont derrière la caméra, et il y oui. a des gens qui sont devant. Je suis pas là pour prendre la lumière, mais je suis là pour éclairer mes actions et les gens qui en ont besoin. C'est plus dans ce sens-là. Je veux simplement être un pont entre ceux qui veulent aider et ceux qui en ont besoin. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça, en fait, dans notre quotidien. Des personnes comme moi, il y en a plein, mais qui sont pas forcément visibles. Et il y en a plein d'autres qui le sont, mais qui n'y croient pas sincèrement, tu vois. C'est bien qu'ils mettent la lumière dessus, mais ils préfèrent mettre et garder une grosse part de lumière en fait sur eux. Oui. Et moi, je veux pas ça en fait, tu veux. J'en ai besoin, certes, mais je préfère, on va dire, le projeter, tu vois, ben, un peu comme là, les gens ils sont ici, je vais les projeter sur eux plutôt que sur moi. C'est magnifique. Tu as une façon de t'exprimer qui est vraiment très posée, très modulée et qui est touchante. On sent que tu es sincère et je suis vraiment, vraiment heureuse que tu sois là. Je le répète parce que c'est Merci. sincère et que c'est vrai. Tu sais, est-ce qu'il y a eu, indépendamment de cette préparation Mm. physique, de cette préparation mentale, de toute
toutes ces petites choses qui ont fait que tu étais prédestiné presque quelque part à ces aventures, à ces expériences, mais est-ce qu'il y a des moments où tu as quand même douté de toi? Est-ce qu'il est arrivé, ou dans le cas d'une de tes expéditions, tu as eu peur pour ta vie notamment? Alors, c'est une excellente question parce que j'ai jamais eu peur pour moi dans ma vie, Ok, jusqu'au jour où j'ai eu mes enfants. Au moment où ils sont arrivés, c'est-à-dire qu'il faut que tu imagines que, bien sûr, que le moment où je perds mon papa, moi j'estime, alors ça aussi c'est important de le dire parce que peut-être il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître certainement là-dedans. J'estime que une fois qu'on a vécu un traumatisme, quel qu'il soit, ça ouvre des portes ici. Ça peut être la porte de la folie, ça peut être la porte en fait de la générosité, ça peut être la porte de la peur, ça peut être la porte de beaucoup de choses. Et je sais que moi, il y a des portes qui se sont ouvertes. Et d'autres qui ont été difficiles à gérer. Et d'autres, en fait, qui ont pris le dessus. Donc, là, celle de vouloir aider, d'être là pour les autres et tout ça. Et j'ai compris que au début de toutes mes actions, de tous mes défis, je faisais ça pour moi. Pour me montrer que j'étais capable, en fait, de faire des choses super hautes, super dures, super extrêmes. Et à un moment donné, j'ai eu un commentaire, c'est pour ça que je te disais que quand je suis rentré sur les réseaux, il s'est passé un truc aussi. J'ai eu un commentaire horrible, plein de gros mots, tout ce que tu veux, mais avec une vraie vérité. En gros, il m'a dit, putain, arrête de faire ça pour ta gueule, fais ça pour les autres. Si tu faisais ça pour les autres, tu sais même pas l'énergie que ça engendrerait. Ça m'a mis une claque. je veux bien le croire. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, au final, il a raison, gars. Il a raison. C'est quoi? J'ai fait des 24 heures vélo, 480 km en 24 heures, avec un masque en plus qui me réduisait l'oxygène. J'ai réussi, mais pour moi. J'ai fait des 24 heures marche, sans manger ni boire, en plein été, pour mettre à test mon corps, tout ça, pour ma gueule. Je l'ai réussi. Par contre, je suis allé encore plus haut, encore plus fort, quand j'ai traversé la France en courant, pour sensibiliser les gens au cancer du sein. Je suis allé encore plus haut, encore plus fort, quand j'ai traversé l'Europe jusqu'en Turquie, en faisant un marathon par jour pendant 83 jours. Un marathon par jour, Ouais. 42 kilomètres par jour pendant 7 jours 4... sur 7 pendant 83 C'est jours. fou, Ouais. c'est fou. Mais tout ça pourquoi? Parce que dans ma tête, je le faisais pour les autres, mais pas pour moi. Et là, je me suis découvert une force en fait, un moteur qui est encore plus puissant qu'un moteur pour soi-même. Et je me dis, en fait, j'ai besoin de. Je pense que c'est important de se dire, ok, ben, je me suis testé pour moi et j'ai l'impression d'être là, mais teste-le pour les autres, en fait. Et tu verras que tu vas être encore plus haut, encore plus fort. C'est incroyable parce que finalement, tu vois, j'ai préparé des questions, j'en sors complètement parce que tu y réponds en amont et c'est passionnant. C'est de se dire, j'allais te demander pourquoi tu faisais ça. Est-ce que c'était pour l'adrénaline? Est-ce que c'était pour l'expérience? Est-ce que c'était pour l'apprentissage? Est-ce que c'était pour une quête personnelle? Mm. Mais non, finalement, c'est pour les autres. C'est pour Ouais, ce que tu peux, à travers tes exploits, apporter à autrui. c'est ça. C'est quand même un message extraordinaire. Ben, dans tout ça, si tu veux, au début, quand c'est la première fois que tu fais ça, que tu le fais pour les autres, euh, alors déjà, je vais te mettre une petite anecdote, tu vas voir, qui va certainement te plaire. Sur la traversée de la France, Oui. donc j'ai traversé la France, j'ai fait 1154 km, de la commune la plus au sud à la commune la plus au nord, dans l'improvisation totale. C'est du Claude Cast tout craché, hein. Euh, sur mon chemin, donc je cours pour les gens qui sont atteints du cancer du sein. Octobre rose. Sur mon chemin, chez toutes les personnes, accroche-toi bien, hein, où je toque à la porte pour leur demander de l'eau, à manger ou un hébergement, ce sont des personnes qui étaient atteintes du cancer du sein ou qui l'ont été toute leur vie. Je te jure, c'est vrai. C'est fou. Et J'en perds mes mots. quand j'arrive, moi, alors il faut savoir que si j'ai la casquette de Forrest Gump, ça a raison. C'est parce que Ça m'intriguait quand même, hein. je J'en ai suis une petite idée, officiellement, mais... c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les médias français, mais surtout internationaux, qui m'ont mis cette casquette de Forrest Gump. Je traverse les pays en tenue de Forrest Gump, avec le short rouge, le t-shirt jaune, voilà, tout ça. Et quand j'arrivais chez les gens, avec le petit signe en fait d'Octobre Rose, tu sais, le ruban rose, les gens me regardaient très émus, en me disant, mais pourquoi?
Je lui disais, en fait, je traverse la France pour... Et alors là, les portes s'ouvrent. Alors que tu sais, les gens sont toujours réticents. Surtout en Surtout, France, hein. et puis chez soi, c'est Ouais, l'intimité. exactement. Et puis là, en fait, les portes s'ouvrent. Vous avez besoin de quoi, vous machin. J'ai rencontré, en fait, une France que les gens ne connaissent pas. D'une solidarité, d'une générosité extrême, en fait. Aujourd'hui, si tu dis à des gens que tu rencontres dans la rue, je toque chez vous, vous m'ouvrez la porte, ils vont te dire quasiment 9 sur 10 non. Oui. Et là, moi, je rencontrais des gens qui m'ouvraient la porte, en fait. Juste parce que j'avais ça et que, j'ai envie de te dire, c'était prévu que j'aille chez eux, que je les rencontre. Et puis là, j'entendais leurs histoires et je voyais leurs émotions, en fait, dans l'intention que j'avais de mettre en lumière leur cause, leur combat. Et ça, en fait, c'est depuis que je fais ça, c'est tout le temps. Et qu'est-ce que tu retires de tout ceci, de toutes les populations que tu as rencontrées, que ce soit en France, que ce soit à travers l'Europe, que ce soit du côté de l'Égypte ou du désert namibien, tu es allé dans tellement d'endroits, mais qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu as appris de ces gens-là que tu as eu l'immense chance finalement de rencontrer? En une phrase, qu'est-ce que tu as appris d'eux, qu'est-ce que tu retiens que Je te c'est dirais tellement... que avant de parler des gens, je vais revenir sur l'univers. Et tu vois pourquoi ça a son importance. Je dirais que j'ai pas changé en soi, en fait. Tu vois, on pourrait se dire, qu'est-ce qui a changé, en fait? Il n'y a rien qui m'a changé. Par contre, j'ai eu des confirmations. La confirmation qu'on est bien entendu dans l'univers. Malgré le fait que je sois ici aujourd'hui, ça va aller bien plus loin qu'ici, tu vois. Et que tout ce que je fais, et que je le fais par passion, que je le fais par solidarité, par générosité, que je le fais aussi en exemple pour mes enfants. J'ai aussi envie de leur montrer ce côté-là. Ben, je me dis que je suis sur ma bonne voie, je suis sur mon chemin, je suis à ma place. Et quand je vois ces gens aussi que je ne connais pas à la base, pour qui je cours en général, puisque je traverse des pays en courant pour des causes, quand j'arrive et que je les rencontre, j'ai pas le lien de famille, j'ai pas le lien d'amitié avec eux, j'ai pas le lien de religieux. Et pourtant, en fait, on se prend dans les bras comme si on était de la même famille. Hmm. Et voilà, c'est juste un moment d'une intensité, mais extrême en fait. T'imagines, le gars, il court, ils savent pas qu'il y a quelqu'un qui court pour eux, jusqu'à ce que tu arrives dans leur pays, en Turquie. Et là, ils entendent, parce que j'ai fait toutes les télés en Turquie, ils entendent quelqu'un qui a traversé un continent entier pour leur apporter une seule chose, de l'espoir. Oh, c'est Et beau. de leur dire qu'ils sont pas oubliés, tu vois. Et moi, c'est la première chose que j'ai dite en fait à l'émission que j'ai faite, qui est le TF1 français en Turquie, hein. Oui. Je leur ai dit, je vous ai jamais oublié, et là, je vais vous le montrer pour arriver jusqu'au bout en fait de mon parcours. En sachant que, très important quand même, le dernier mois, il y a eu 3 mois de course, hein. Le dernier mois, j'ai une périostite. C'est un décollement en fait du muscle périoste sur le tibia. Je cours avec des glaçons pendant un mois dans ma chaussette pour endormir la douleur et l'inflammation et une lombalgie. Pendant tout le mois, le dernier mois en Turquie, je cours avec ça. Tu sais quoi? Je te jure, tout à l'heure, tu m'as posé la question, est-ce que j'ai eu un doute à un moment? Oui. Jamais j'ai douté. La seule chose dont j'ai toujours peur, c'est de ne plus être là pour mes enfants. C'est vraiment la seule chose. Donc en fait, si tu veux, je sais que je prends des risques quand je fais ce que je fais, mais la finalité, en fait, elle en vaut tellement la chandelle que je m'arrêterai jamais, je pense. Tu sais, moi, je suis ébahie. On arrive à la fin de cet entretien. J'en suis presque frustrée. Je voudrais vraiment, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, que tu puisses finalement partager aux personnes qui nous écoutent ce que tu aimerais transmettre à toutes celles et ceux qui ont envie de réaliser de grandes choses, mais qui finalement ne le font pas par crainte de sortir de leur zone de confort. Qu'est-ce que tu voudrais dire à toutes ces personnes qui rêvent de vivre de belles aventures? Rêver, c'est bien. Euh, Pouvoir le réaliser, faire un pas, qui est un pas qui peut être extrêmement difficile pour les gens, en fait, c'est vous qui vous mettez une contrainte et qui vous dites
que ça va être difficile ce pas qui va vous changer certainement la vie, c'est sûr et certain. Mais une fois qu'on rêve, qu'on réalise et qu'on accomplit son rêve, on vit en fait sa vie. On vit la vie que l'on doit vivre. Et je terminerai certainement par vous dire qu'il vaut mieux vivre la vie au présent plutôt qu'essayer de l'imaginer dans un futur que peut-être il n'est pas adaptable. Alors si ça c'était pas une conclusion magique, c'était pas une conclusion du tout, franchement bravo. Écoute, qu'est-ce que Claude, je peux te souhaiter humblement, modestement, mais qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année qui s'en vient? Je dirais que les projets puissent aboutir, même si tu sais, t'imagines que je mets tout mon énergie dans tout ce que je fais. Et qu'est-ce que tu peux ben, peut-être m'aider aussi. On en rediscutera après le truc et me mettre sur des pistes. Parce que je sens aussi une énergie en toi, quelque chose d'extrêmement positif. Et il y a plein de choses à faire, franchement. Bah écoute, avec plaisir d'en échanger. Je voudrais juste une dernière petite Dis-moi. question. Euh, Après tout ce que tu as déjà accompli, Ouais. concrètement, qui est déjà extraordinaire, quel est ce rêve le plus fou que tu portes à ce jour? Et on arrêtera là, Ouais. c'est promis, je te Il n'y a libère en pas de problème. suivant. Justement, ça a un rapport avec la casquette Forrest Gump. Ok, Euh, il existe une personne dans le monde qui est un Anglais, qui s'appelle Rob, qui a parcouru les États-Unis d'est en ouest en suivant le parcours exact de Forrest Gump comme dans le film. Et je l'ai eu au téléphone. c'est vrai. Ouais. Et c'est devenu un ami puisque ça fait maintenant quelques années qu'on discute. Et il m'a filé son parcours. Parce qu'il aurait pu très bien le garder pour lui, tu vois. C'est quelque chose qui est personnel, mais qui est réel. Et mon plus grand rêve là aujourd'hui, ça serait de réaliser en fait ce parcours qu'il a fait, qui est quand même de 25 000 kilomètres. 25 000 kilomètres. Ouais. Et je souhaiterais le réaliser moi à mon niveau, à ordre de un marathon par jour pendant 595 jours. Ce qui sera une première mondiale, puisque aujourd'hui les marathons à l'extrême s'arrêtent à un an de marathon, ce qui est déjà énorme, hein. Mais là, je dépasserai presque au double de ce qui serait fait. Et bien sûr que c'est toute une préparation et c'est plein de choses, mais c'est surtout un budget qui est juste incommensurable. Mais je suis sûr que je vais le faire. Vraiment, je le ressens au fond de moi. Donc c'est pour 2027 potentiellement. Donc ça serait d'arriver à ça. Je pense que c'est vraiment ce que je souhaite le plus. Je crois que tous les auditeurs, tous les abonnés seront derrière toi. C'est merveilleux, c'est inspirant. Tu n'es pas dans les coulisses de l'audace pour rien. Tu es l'incarnation même de l'audace. Je te remercie du fond du cœur pour Merci ce à toi. temps que tu m'as Merci alloué. à Je toi. me permets de te faire un Oui, oui, bisou bien sûr. parce que je suis vraiment enchantée, ravie. Merci. Merci.